pour être prêt dans un an. Je suis une PME de 20 à 50 personnes. Faut que je commence maintenant là. Ouais. Donc il y a un risque je suis dirigeant, il y a un risque que je paye plus cher si je m'y mets dans 9 mois que si je m'y mets maintenant. Clairement, ça va être la guerre pour trouver un partenaire pour t'aider dans 9 mois. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast On fait le bilan par Impulsa. Je suis Grégoire Proust, CEO du groupe Impulsa, et aujourd'hui on fait le bilan sur la facture électronique. Alors l'idée aujourd'hui, c'est de faire le bilan avec deux visions. La vision de l'éditeur de logiciels PDP et la vision côté expert comptable qui va, en tout cas on l'espère, accompagner les dirigeants de PME ETI dans cette réforme de la facture électronique. Sans plus attendre, je pense que je vais laisser nos invités se présenter. On va commencer par toi, Arthur. Merci beaucoup Grégoire et Romain pour l'invitation. Je suis Arthur, du coup je suis un des cofondateurs et le CEO de Pennylen. Et du coup Pennylen, outils, compta, finance et PDP. Voilà. Merci beaucoup Arthur. Et Romain, on te laisse te présenter aussi. Bonjour, donc je suis Romain, associé expert comptable d'Impulsa. Je suis en charge de gérer la production sur les BU expertise comptable et je m'occupe aussi de gérer toute la Slack outils et digitalisation du cabinet Impulsa. Ok, merci beaucoup pour ces présentations. Vous allez jouer un rôle majeur dans la future réforme. Moi, si vous voulez bien, au cours de ce podcast, j'aimerais bien qu'on ait une double vision. La première vision, ça va être, le premier objectif du podcast, ça va être de comprendre pour un dirigeant de PME ETI quels vont être les impacts concrets, pratiques pour lui, pour elle, ou pour son directeur financier, puisque ça va être en gros les deux principales personnes qui vont être en frontline. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est de comprendre, alors surtout avec toi peut-être Romain, mais Arthur, tu parles aux experts comptables tous les jours et on sait qu'on cherche tous des nouvelles sources de revenus. Donc c'est de comprendre aussi quel va être le rôle de l'expert comptable en tant qu'accompagnateur du dirigeant, en tant que conseil, et de voir finalement comment les dirigeants vont pouvoir, dans le cadre de cette réforme, s'appuyer sur les experts comptables. Ça marche. Voilà, est-ce que ça vous convient ? Bon programme. C'est parti. Peut-être avant qu'on se jette dans la gueule du lion et qu'on parle des éléments concrets qu'on vient de lister, moi ce que j'aimerais bien, c'est qu'on donne un peu de contexte finalement. Pourquoi la réforme ? Quelle est la réforme ? Qui, que, quoi, comment, quand ? Comment vous voyez ça et comment vous, au travers de vos casquettes respectives d'éditeurs de logiciels PDP et d'experts comptables, quelle est la tendance en ce moment ? Est-ce qu'il y a une maturité du marché sur le sujet ? Voilà. Mais peut-être déjà donner à nos auditeurs quelques éléments de contexte. Peut-être on va commencer par toi Arthur. Allez. Sur qui, quand déjà peut-être. Voilà. Peut-être on a déjà expliqué pourquoi cette réforme elle est là. Elle est impulsée par la DGFiP qui a deux problématiques. La première, c'est de s'assurer que les entreprises payent bien la TVA qui est due. Et la deuxième, c'est de savoir mieux, plus précisément, l'état de l'économie dans le pays. Sur la TVA, concrètement, il y a toujours des gens qui, en gros, elles émettent des factures et puis elles les déclarent pas. Et donc l'administration fiscale s'est dit, la meilleure chose que je puisse faire, c'est qu'à partir du moment où une facture est émise dans mon pays, et on commence par des factures B2B franco-françaises, je veux que cette facture, elle me soit instantanément transmise. Et comme ça, c'est plus difficile de la cacher. Et c'est plus difficile en gros, il faudra faire un avoir qui sera lui aussi traçable si je veux le cacher, quoi. Ok. Ça, c'est le premier objectif, c'est la un peu œil de TVA. Moscou, quoi. Voilà. Deuxième objectif, c'est en fait pendant le Covid, ils se sont rendus compte qu'ils ont distribué des aides, beaucoup d'aides, souvent sur la base d'une liasse d'il y a 18 mois. Et du coup, ils se sont dit, en fait, je sais pas bien comment se porte chaque entreprise dans mon pays. Donc, de même qu'un dirigeant de PME, il aimerait bien avoir son dashboard, son cockpit, savoir en temps réel comment se porte sa boîte. La DGFiP, elle se dit, j'aimerais bien avoir mon cockpit pour savoir comment se portent toutes les boîtes dans mon pays. Et le meilleur moyen pour ça, c'est d'avoir de la remontée de données, un peu au fil de l'eau au niveau de la DGFiP. Et là, c'est vraiment dans un but plus positif. C'est pouvoir à la fois prédire ce qui se passe et aussi peut-être demain pouvoir de façon plus ciblée distribuer des aides. Je sais pas, quand il y a une hausse des coûts de l'énergie, il pourrait dire tiens, je sais que telle boulangerie elle souffre, je vais aller lui donner des sous.
Donc baromètre avec data. Premier truc contrôle et deuxième un peu baromètre température de ce qui se passe en France et peut-être exploitation de la data pour des aides, des mesures gouvernementales. C'est ça. Et donc ça c'est impulsé donc DGFiP. Après c'est quand même impulsé au niveau européen, qui a une directive européenne qui est un peu retranscrite par chaque pays, un peu à sa sauce. Donc il y a déjà quand même des pays qui sont déjà passés à la facture électronique. Donc c'est l'Italie, c'est notamment le Portugal. On a la Belgique qui a un peu commencé, on a l'Allemagne qui vient de commencer. Voilà. Chacun fait un peu avec son schéma. Malheureusement, c'est pas un truc complètement harmonisé au niveau européen. Et du coup, la France, alors de manière générale, tu vois, on a dit Italie, Portugal. Tu vois, moi, au tout début, quand on m'a demandé c'est qui, à ton avis, les premiers pays qui sont passés, j'aurais pensé aux Nordiques. Aux Nordiques, quoi. En fait, le truc, c'est qu'ils ont moins de TVA à les récupérer. D'accord. Donc, les pays qui sont passés le premier, c'est quand même ceux qui avaient le plus de TVA à les récupérer. Parce que l'incentive est plus important pour eux. Donc, en France, la réforme, je sais pas quand est-ce qu'elle a été imaginée. Reste que elle a été reportée plusieurs fois et que là, en gros, elle sera plus reportée. Donc justement, timing. Et donc timing, en gros, au 1er septembre 2026. Donc on parle dans un an quoi. Chaque entreprise française, il y a des micro-exceptions, mais vraiment chaque entreprise française, on parle d'à peu près 6 millions de boîtes qui sont éligibles, doit être en mesure de réceptionner des factures électroniques. Dès le 1er septembre 26, tu as également toutes les grandes entreprises qui doivent également en émettre. Et au 1er septembre 27, là tu as toutes les entreprises françaises qui doivent à la fois du coup émettre et recevoir. Mais sachant qu'au 1er septembre 26, en fait, vu que les grosses en émettent déjà, tout le monde recevra tout de suite des factures électroniques. Tout le monde va être impacté direct. Et il est fort à parier qu'il y ait déjà pas mal de boîtes qui en émettent en fait aussi dès le 1er septembre 26, même si elles n'ont pas encore l'obligation. Donc toi, tu le vois plutôt 2 en 1 tout de suite. Enfin, tu penses qu'il va y avoir un mouvement du 2 en 1 tout de suite. En fait, réception-émission, quoi. Moi, je pense que les petites boîtes, il y en a beaucoup, elles vont avoir un même outil pour émettre et recevoir. Du coup, et donc quand elles vont choisir leur outil pour recevoir, elles vont automatiquement émettre aussi. C'est très intéressant. Et après, t'as alors tout ça là, on parle surtout là de e-invoicing. Donc c'est les factures B2B. Ensuite, t'as encore peut-être un peu plus de flou. Alors la deadline pour le e-reporting, c'est plutôt 2027, mais t'as encore un peu plus de flou et les gens disent que ça pourrait être peut-être un peu décalé. D'accord, parce que on n'est pas encore sûr des specs sur le e-reporting. Donc e-reporting, c'est sur tous les flux B2C et également tous les flux autres. Cash. Par exemple, tu reçois des factures intracom. En gros, le but à terme, la DGFiP, c'est d'avoir tous les flux. Faut savoir que le e-invoicing, ce sera de la facture B2B, et donc tout le reste, elle va au fur et à mesure le faire passer dans du flux e-reporting, quoi. Très bien. Alors peut-être dans tout ce qui est éléments contextuels, peut-être Romain, ça serait intéressant que tu nous dises, toi qui parles à des clients tous les jours au travers des équipes que tu pilotes, quelle est un peu aujourd'hui la température, la maturité du marché par rapport à cette facture électronique. Moi, de très loin, j'ai l'impression que notamment les PME, on est encore un peu dans le brouillard et à la traîne. Même dans les ETI. Et même dans les ETI. Donc toi, toi, t'as la vision expertise comptable tous les jours entre guillemets avec tes équipes. Quel premier retour tu peux nous donner par rapport au timing et au scope périmètre que vient de donner Arthur? C'est vrai qu'on est sondé assez régulièrement par les clients. Il y a quand même beaucoup d'interrogations. C'est toujours un peu le flou sur la partie Slack outil, process et calendrier. Comment ça va se dérouler. Nous, la première étape qu'on essaie de faire, c'est vraiment c'est d'informer, communiquer sur les grandes étapes, les alertes, les dates à ne pas louper. Vraiment ne pas s'engager dans toutes les offres qu'il peut y avoir et prendre un peu le temps de recul et surtout la communication, parce que le but c'est interopérabilité avec les produits mais aussi les prestataires. C'est-à-dire que nous, on va avoir quand même un rôle assez important et il faut qu'on soit sondé pour valider un peu le schéma de mise en place de la Slack outil chez les entreprises. Et ce qui va changer, comme disait Arthur, c'est toute la communication des flux financiers. Il y a certaines boîtes qui communiquaient des chiffres de manière annuelle et là sur la partie e-reporting, donc il y a du reporting transactionnel et du reporting de cash, de paiement, et les délais de transmission les plus tardifs entre guillemets, ça va être 2 mois. Donc les sociétés qui sont soumises à une TVA mensuelle, ça va être des délais de transmission à 10 jours.
Donc sur la partie transaction, c'est 10 jours et paiement, c'est 10 jours qui suivent la fin du mois. Et sur la partie sur les sociétés qui sont en franchise de TVA, donc qui pouvaient avoir un peu plus de souplesse dans la transmission d'informations financières à la DGFiP et aux tiers, on va avoir des communications plus tard dans les 2 mois qui suivent la transaction et le paiement. Donc toute la façon de penser et d'administrer sa société va être changée, quoi. Ok. Donc moi, ce que je retiens là, dans le contexte de ce que vous venez de dire, Arthur nous dit ça arrive très très vite, ça arrive dans un an, tout le monde est concerné. Il y a beaucoup de probabilités et de chances que, vu que les outils vont être réception-émission, tout le monde va passer en mode dual assez rapidement. Chez les petits, chez les gros, ça va être différent. Chez les gros, voilà. Et toi, de ton côté, tu dis, finalement, les PME, voire les ETI, elles sont encore un peu dans le brouillard, et peut-être pour les plus petites sociétés qui vont être dans le périmètre, va y avoir un gros gap. Donc contextuellement, avant qu'on rentre dans le détail, il va y avoir un gros gap entre le rythme historique des process de facturation et le nouveau rythme imposé par la réforme de la facture électronique. Ok, hyper intéressant. Merci beaucoup pour ces éléments qui, je pense, permettent de beaucoup mieux comprendre la vague qui va arriver c'est une vraie vague. d'ici un an. J'avais juste une question pour Arthur. Là, on voit qu'il y a 2 dates butoirs. Il y a le 1er septembre 26 et 1er septembre 27. Au 1er septembre 26, toutes les sociétés doivent réceptionner le format électronique. C'est ça le point le plus difficile pour les entreprises. La date de 2027, en fait, à partir en 2026, on devra déjà avoir fait le plus dur à réceptionner l'intégralité. Toutes les problématiques de TVA et autres sont soumises à la réception, à l'émission, tout ce qui est facture de vente et flux. Ça sera déjà scrollé dans la partie 26. Non, je pense que notamment tous les connecteurs avec les outils métiers pour le e-reporting, avec les caisses, avec les ERP, etc., à mon avis, ils vont avoir du retard. Donc tu vas quand même avoir... je pense que tu auras quand même 2 vagues. B2B, celui qui fait du B2B, ça va être, lui, il va être en une vague. Première vague, Mais dès lors qu'il y a des gens qui auront un peu de complexité et plus différents types de flux, ça va être... D'accord. Et ça, on va pas spoiler la suite, mais ça... vous, c'est quelque chose que vous avez anticipé chez Penny Lane en tant que PDP, c'est-à-dire à la fois les business peut-être plus simples, B2B, qui vont passer direct, full, qui vont être easy, entre guillemets, à dérouler, et des cas beaucoup compliqués. Vous avez fait un peu des scénarios de passage, peut-être des secteurs qui vont être beaucoup plus impactés en termes de difficultés, de trucs. C'est quelque chose que vous avez établi dans votre approche ? Et alors, en fait, même dans le cahier des charges des PDP, t'as, je sais plus comment on appelle ça, mais il y a 36 use case, cas de figure, cas d'usage, cas de figure et tout. Et nous, on nous demande régulièrement sur ces 36 lesquels on va supporter, parce qu'en tant que PDP, t'es pas obligé de supporter 100% des 36 cas. Je te prends des exemples, facturation pour compte de tiers, auto-facturation, t'as des trucs que toutes les PDP vont pas forcément gérer. Et donc on a un mapping que je connais pas par cœur, mais avec tous les cas particuliers. Et après sur la partie B2C, nous effectivement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait notre première opération M&A. On a racheté une société qui s'appelle Billy. C'était en septembre dernier. Bravo. Qui est justement une boîte qui construit des connecteurs avec des outils métiers. Oui, on avait vu et qui du coup, ça va permettre d'automatiser pour les entreprises et pour leurs experts comptables la remontée des flux B2C notamment et B2B pour automatiser le e-reporting, qui va être un gros enjeu, parce que comme disait Romain, si avant tu devais reporter tous les ans et que maintenant tu dois reporter tous les 2 mois ou maintenant tous les 10 jours pour certains, t'as intérêt à avoir de l'automatisation, parce que sinon ça va pas le faire, quoi. Ok, et vous, et on clôt là-dessus, vous, dans votre cahier des charges, donc vous avez pris, on a compris que vous aviez pris en compte un peu cette nomenclature, et les 36 cas d'usage, vous les adressez les 36 ou vous êtes quasi exhaustif? C'est quasi exhaustif. Il y en a qu'on va pas faire. C'est intéressant de voir que vous avez quand même mis le paquet sur le sujet. Nous, on estime que c'est un business qui a un truc qui arrive qu'une fois dans notre vie. La PDP, c'est une énorme vague, comme tu dis. C'est un business en fait d'opérateurs. Moi, je dis toujours, comme tu as un opérateur aujourd'hui, les gens qui nous écoutent, tu as un opérateur pour envoyer recevoir des SMS, des appels. Demain, chaque entreprise, elle a un opérateur pour envoyer recevoir des factures. La PDP, on parle souvent, on va rentrer un peu dans le jargon. La PDP, pour moi, c'est la carte SIM. Et le truc que le dirigeant ou la dirigeante d'entreprise va utiliser au quotidien, ce qu'on appelle l'OD dans le jargon, en fait, c'est le smartphone, quoi.
Et donc nous, c'est vrai que t'as beaucoup d'entreprises qui gèrent encore les trucs à la main. Forcément, en tant qu'éditeur, nous, c'est aussi une chance, c'est que t'as une sorte de digitalisation à marche forcée de la fonction finance, compta, pour toutes les boîtes qui étaient encore papier, quoi. Ouais. C'est marrant, tu m'aurais demandé, j'aurais dit que c'était le réseau, moi, la PDP, peut-être. Tu vois, ou entre la carte SIM et le réseau, mais non, alors dans notre jargon, le réseau, c'est ce qu'on appelle PayPal. Ah oui, ok. Et PayPal, c'est du coup, c'est un réseau de PDP, et c'est via PayPal qu'on route la facture d'une PDP à une autre. Ok. Merci beaucoup, je n'avais pas cette subtilité en tête. Ok, bah écoutez, top. Je pense que le contexte est posé et voilà, on va pouvoir passer un peu à la suite. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on discute, voilà, du cas d'usage. Mm-hmm. Je suis dirigeant ou dirigeante, je suis DAF d'une PME ou d'une ETI. Quels sont les impacts concrets? Qu'est-ce que je dois anticiper? Qu'est-ce que je dois anticiper? Il me reste 1 an. Qu'est-ce qui va se passer? Comment je vais être bousculé? Voilà. Alors peut-être, Arthur, on peut commencer avec toi, avec vraiment encore une fois cette vision PDP, éditeur de logiciel. Comment toi tu vois les choses par rapport à par rapport à ce dirigeant ou à ce DAF de PME? Comment il va être bousculé à partir du 1er septembre 2026? Et qu'est-ce que entre aujourd'hui et demain il doit anticiper? Alors peut-être que moi je vais décrire factuellement comment ça marche le schéma de flux, et ensuite je laisserai Romain dire qu'est-ce qu'il doit anticiper Et donc concrètement, la DGFiP tout à l'heure, je disais, elle veut avoir les factures au fil de l'eau. En gros, elle a dit la meilleure solution, c'est je vais imposer à chaque outil de facturation dans le pays que dès lors qu'il y a une facture qui sort de chez lui, cette facture elle doit être transmise en direct à la DGFiP. La DGFiP, ce qu'elle a dit ensuite, c'est j'ai pas envie moi de parler avec tous les outils de facturation de la Terre parce qu'il y en a trop. Et donc elle a dit je vais mettre un intermédiaire qui on appelle PDP, qui est l'opérateur certifié. Et donc en gros, de même que je sais pas moi, l'Arcom, l'autorité de contrôle des télécoms, elle parle pas avec chaque fabricant de téléphone mobile, elle parle que avec les opérateurs, la carte SIM. Voilà. Donc là c'est la même histoire. Et donc chaque outil de facturation, il va pas pouvoir envoyer sa facture lui directement à la DGFiP. Il doit passer par un de ses opérateurs, par un tuyau, qui est la PDP. La PDP, il y en a aujourd'hui à peu près 80 de certifiés. Sur les 80, t'en as en fait 30 qui sont propriétaires de leur techno et 50 qui sont des gens qui ont une des 30 en marque blanche. Et vous, Penny Lane, nous on est propriétaires de vos techno. Ouais. Mais donc t'as en fait 30 vrais opérateurs, si tu veux. Et donc chaque outil de facturation va devoir entre guillemets s'associer, ou chaque entreprise va choisir. Alors soit c'est l'outil qui va choisir, soit c'est l'entreprise qui va choisir. Et t'as ce tuyau qui va envoyer la facture à la DGFiP. Attends. Donc excuse-moi, pour les non initiés. Donc moi je suis dirigeant ou DAF. J'ai Penny Lane ou un des 29 autres éditeurs de logiciels qui est à la fois ERP et PDP. Je suis entre guillemets, je suis déjà dans le jeu via le choix de l'ERP que j'ai fait par le passé ou que je vais faire là dans l'année qui vient. On est d'accord avec ça? Et je pense qu'on rentrera plus en détail parce que t'as plein de sous-cas. Ouais. Mais oui, t'as pas mal de cas où effectivement, si t'as déjà un ERP, ça va déjà être bon, quoi. Donc il y en a 30 a priori en France en tout cas, des cas. Ok. Je ne suis pas dans ces 30-là. J'utilise un logiciel peut-être... Un vieil ERP métier développé sur mesure. Voilà. Là, je suis dirigeant. Je vais devoir me dire quel PDP je vais adosser à ma stack outil dont parlait Romain tout à l'heure pour être compliant avec la réforme. Ok, je voulais juste clarifier ce point-là. Merci beaucoup. Très clair. Ensuite, la DGFiP, donc c'est une chose de recevoir la facture en temps réel. Reste la DGFiP, elle va pas s'amuser à faire de l'OCR. L'OCR, c'est la reconnaissance optique de caractère, là, de scanner les factures, qui est un truc qui est fiable à 90-95%. Elle va pas s'amuser à OCRiser chaque facture. Donc deuxième chose que s'est dit la DGFiP, vu que je veux pas OCRiser, faut que la facture, quand je la reçois, je sois capable de la lire avec 100% de fiabilité instantanément. Donc là, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, les PDP, non seulement vous devez m'envoyer des factures en temps réel, mais aussi vous devez en fait attacher un fichier XML à la facture, de telle sorte que moi j'ai la donnée structurée directement de la facture et j'ai pas à la retoucher. Troisièmement, la DGFiP, elle a dit, en fait, mon but c'est contrôler notamment la TVA. Or, tu sais mieux que moi qu'en France, t'as la TVA au débit, aux encaissements, etc. Donc, elle a dit, non seulement je veux la facture, mais je veux aussi savoir si cette facture, elle est payée ou pas. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent. C'est-à-dire que la réforme de la facture électronique, à la fois la boîte, elle va devoir envoyer la facture, mais aussi,
dire si la facture elle a été reçue, payée, etc. T'as, je sais plus combien, mais t'as un certain nombre de, on va dire, d'états de la facture qui sont structurés. Il y en a qui sont obligatoires, d'autres qui sont optionnels. Mais les entreprises, elles vont devoir dire tout le temps où on est dans le cycle de vie de la facture. Et enfin, la DGFiP, alors ça, je pense qu'elle était pas forcée de le faire, mais c'est cool qu'elle le fasse. Elle a dit, en fait, je vais en profiter. Certes, la facture, je la reçois moi, mais je vais aussi digitaliser l'envoi de la facture au destinataire. C'est aussi un autre moyen de sécuriser en fait le réseau. Et donc la DGFiP, elle a dit, en fait, moi, je vais héberger un annuaire, concrètement, où dans l'annuaire, chaque entreprise, ça sera associé à un opérateur. De même que toi, t'es chez Bouygues ou t'es chez SFR ou autre. Et du coup, l'opérateur que toi, tu utilises en émission, donc la PDP que tu utilises, elle va envoyer la facture à la DGFiP. Et en même temps, elle va dire à la DGFiP, moi, je dois envoyer une facture à telle sirène. Et la DGFiP va lui répondre, telle sirène, il est chez tel opérateur. Et du coup, ton opérateur, toi, PDP émission, va router la facture directement au destinataire. Et donc, concrètement, ce que ça change, c'est que toi, quand t'envoies une facture, cette facture, elle va en live arriver à la DGFiP et elle va en live arriver dans la boîte de réception du destinataire. Et il n'y a plus à envoyer la facture par email, par courrier et autres. Et d'ailleurs même, je pense que Romain va en parler derrière, l'idée c'est que tu n'auras plus le droit normalement à terme d'envoyer cette facture par un autre moyen que par la PDP. Et du coup, celui qui la reçoit, pareil, lui il n'aura pas le droit de la recevoir par un autre moyen. Notamment, on va en parler je pense, mais sinon tu pourras pas récupérer la TVA ou il y aura des trucs comme ça. Et donc concrètement, tout ce qui était pas digitalisé va se retrouver doit l'être digitalisé de force, quoi. De force. Ouais. Donc c'est ça le premier gros impact, quoi. Du coup, ok, donc accélération. Donc moi je me remets, moi je prends ma casquette de dirigeant de PME ou de DAF de PME. Digitalisation de mes process. Par rapport à ce que tu as dit, je pense aussi, et Romain, peut-être je te laisse confirmer, mais du coup, comme je dois mettre des informations bien précises, tu parlais du sirène, tu parlais sur ma facturation, peut-être il y en a, ils ont des factures qui sont pas hyper bien libellées ou pas, je sais pas peut-être pas 100% conformes. Il va y avoir aussi un exercice de remise en conformité de la facturation, j'imagine. Ouais. Soit par un changement d'outil, soit en tout cas il va y avoir un effort à faire sur entre guillemets le cahier des charges de la facture pour venir ça, et puis un énorme travail de nettoyage de toutes tes fiches tiers. Ouais. Parce que concrètement, si tes fiches clients, tes fiches fournisseurs, elles sont pas propres, en fait, t'auras pas toutes les infos obligatoires qui vont figurer sur ta facture quand t'émets. Donc potentiellement, tu peux pas récupérer la TVA, par exemple. Voilà. Ouais. Et en réception, si tes fiches tiers sont pas propres, tu vas te prendre de la fraude de partout. Mm-hmm. Parce que concrètement, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'aujourd'hui, un fraudeur qui veut t'envoyer une fausse facture, il faut quand même qu'il ait ton mail, qu'il sache qu'il faut qu'il envoie la facture à tel truc. Puis toi, t'as des workflows de validation. Tu t'as un Google Drive avec un dossier à valider. Voilà. Demain, le fraudeur, il va se créer une société qui s'appelle Totals. Il va foutre un logo Total sur la facture et puis il va envoyer la facture à 1 million de boîtes via la PDP. Il a entre guillemets le droit de faire ça. Ne donne pas des mauvaises idées à certaines personnes. Et si toi t'as pas ta bonne fiche tiers, en fait nous Penny Lane, on va forcément se fonder sur ta fiche tiers Total. Et quand ta facture Totals elle va arriver, on va te dire attention, Totals n'est pas le Total habituel. Oui. C'est pas le même sirène, c'est pas le truc. Donc elle sera mise en hold. Donc on va te mettre une alerte. Attention, cette facture-là, elle est pas bonne. C'est pas bon. Et même j'en parlais l'autre jour avec le directeur projet, la facture électronique de la DGFiP. Sûrement qu'en tant que PDP, on va aussi essayer de maintenir des bases de données de fournisseurs louches, en disant lui, il a déjà été rejeté 10 fois par ailleurs, donc vous allez les traquer, des trucs de risque et tout. Mais si au début t'as pas tes fiches tiers propres et comme au début ça va être un peu la jungle forcément, tu vas en fait te prendre tu vas moins facilement détecter les faux positifs et les mauvaises factures.
Ok. Et toi, Romain, ouais, sur cette histoire de fiche tiers, comment tu sens le truc? C'est vrai que je rebondis là-dessus, c'est que quand on parle de fiche tiers, on a l'impression de se concentrer que sur les fiches clients. En disant, bon, moi, mon but premier, c'est d'émettre de la facture et que ça soit pas refusé, parce que c'est vrai que si on respecte pas un formalisme qui est déjà bien cranté et qui a été communiqué par la DGFiP, la PDP, c'est réceptrice ou l'émettrice qui va refuser l'envoi de la... Alors nous, en tant qu'émetteur, on doit déjà faire des premiers checks. Okay. Et récepteur, il peut lui aussi encore refuser. Mais, donc des deux côtés. Mais normalement, c'est l'émetteur qui doit contrôler dès le départ. Donc déjà dès le début, donc le travail initial c'est sur la base client. Et là du coup tu parles aussi d'alerte dans le cas de réception de factures sur toutes les fiches tiers fournisseurs qu'il va y avoir. Et quelles vont être les communications, comment va remonter l'information de la DGFiP sur tous ces sujets au PDP. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une communication ping-pong, ça veut dire, dire pour les louches là ou non, pour l'instant il y a pas de truc prévu. D'accord. Il a dit c'est plutôt entre PDP. D'accord, OK. Qu'on aurait intérêt à se créer des trucs, et après aussi les PDP qui ont beaucoup de volume, elles vont savoir que dans tout leur volume, il y a un tel tiers qui est d'accord, donc après c'est un travail de base de données interne et tout ce que vous me dites là, moi, je me mets à la place encore du dirigeant, je me dis, ça me fait un peu peur. Vous voyez, je fais c'est un peu side là, mais vous voyez aussi peut-être du développement de cybersécurité dans les boîtes, parce que du coup, c'est très digitalisé. Du coup, ça va être à la merci sûrement de pirates, de hackers, de choses comme ça. Est-ce que vous voyez une accélération, parce qu'on voit que la cybersécurité, c'est quand même un vrai sujet maintenant. Est-ce que vous voyez une accélération aussi côté PME ETI de l'accompagnement sur les sujets, pour elles, je veux dire, est-ce qu'elles vont être plus acheteuses de solutions cyber parce que elles-mêmes elles se digitalisent plus et que donc du coup elles sont peut-être plus susceptibles d'être attaquées que si elles émettent elles-mêmes une facture qu'elles envoient par mail, que tu vois, j'en sais rien. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez en tête, ou peut-être c'est un non-sujet d'ailleurs, mais ce qui est sûr, c'est que je vois qu'il y a quand même énormément de PME ETI autour de moi que je vois qui se font attaquer quoi. Donc le sujet notamment par du ransomware là, je pense que ce sujet-là il devient de plus en plus important dans la tête des gens. Normalement, avec la digitalisation à marche forcée, tu bascules quand même vers du SaaS, qui a priori, il y a quand même moins de chances de se faire attaquer s'il est bien protégé. Ok. Il y a quand même beaucoup d'attaques qu'on voit où c'est sur du serveur, via du Citrix, via des trucs comme ça. Donc là, normalement, t'as un peu moins de chance. Donc de ce côté-là, c'est bien. Après, souvent, la plus grosse faille, ça va être les gens dans la boîte. C'est l'humain, quoi. C'est le process interne. Et donc là, ce dont je parlais, et là où je pense que vous, en tant qu'expert comptable, vous allez avoir énormément de valeur à amener à accompagner, c'est les process internes que les boîtes vont devoir. Parce qu'en fait, elles ont toutes des process aujourd'hui. Mais le process, il est souvent offline. C'est souvent quelqu'un qui reçoit la facture, qui dit ça c'est louche, je vais faire valider par un tel, ou qui a des dossiers comme j'ai dans un Google Drive ou autre. Là, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la facture, elle va pas passer par ce truc-là, elle arrive direct dans la boîte de réception. Et donc, il va falloir mettre en place des nouveaux workflows en fonction des montants, en fonction des tiers, etc. Et dire, jusque-là, c'est un tel qui a le droit de valider, au-dessus, et tous ces trucs, il va falloir les faire en ligne sur la plateforme, quoi. Donc le dirigeant, si je reprends ce que tu dis, il va devoir, du fait de cette facture, revoir ses process. Obligé. Pas nécessairement tout changer, mais les revoir. Pour les meilleurs sur un petit bout, pour les moins bons, comme tu disais, le gars ou la nana qui passe de 1 an à 2 mois, va falloir tout revoir. Donc ça c'est un changement majeur. Les principaux process touchés, de ce que je comprends, mais c'est vous les spécialistes, ça va être donc process achat, process vente, essentiellement. Enfin, c'est les deux gros sujets, les deux gros sujets. C'est les deux gros. Ok. Ok. On parlera tout à l'heure de ce que éventuellement toi tu vois comme solution d'accompagnement sur ces sujets-là pour les dirigeants. Après, moi, ce que j'aimerais bien comprendre. Donc là, on a vu quelques impacts pratiques déjà pour les dirigeants de PME ETI en termes d'outils. À un moment, aujourd'hui, les dirigeants, ils ont un outil comptable, parfois un outil de facturation, parfois des outils métiers. Tu parlais des outils de caisse, il y a plein d'autres outils métiers, outils de stock, outils de ERP, etc., etc. Tous ces outils métiers sont pas nécessairement dans un ERP lui-même PDP. Donc, à un moment, tout ce joli mapping IT, il va falloir qu'il se fasse, va falloir que ça matche, va falloir que ça se parle. Comment le dirigeant il va faire
tu y reviendras peut-être tout à l'heure, mais quels sont les impacts pratiques par rapport justement à l'ensemble de ces outils? Qu'est-ce qu'il va falloir faire, en fait? Peut-être avant de dire comment peut-être l'expert comptable va pouvoir aider le dirigeant à le faire, mais toi, Arthur, qu'est-ce qu'il va falloir faire par rapport à tout ça? Les contrôles, comment tu vois les choses? Moi, je pense que tout commence, mais Romain en parlera, par mapper tous ces flux. Ouais. Si je commence par la fonction achat, process achat, Ouais. je pense que entre achat et vente, aujourd'hui, l'achat, il est bien moins digitalisé que la vente dans les PME ETI, quoi. Ouais. Les ventes, quand même, Ouais, quand cœur tu du parles de réacteur. PME ETI, les gens, ils ont un ils outil savent. de facture, quoi. Ouais, c'est vrai. Achat, c'est encore beaucoup le classeur, la boîte à chaussures. Donc le fameux P2P, Voilà. Purchase to Payment. Purchase to pay. Et du coup, pour le coup, la fonction achat, pour moi, si tu bosses avec un cabinet d'expertise comptable qui fait ta tenue, il y a de fortes chances que tu prennes demain, enfin, tu as tout intérêt à prendre l'APDP que ton cabinet te recommande, parce que ça fait que ça va mutualiser l'accès aux factures d'achat en traitement pour ton cabinet, pour toi. Et comme toi, tu étais papier, tu passes de papier à un outil et tout se passe bien. Ok. Maintenant, la question. Et donc, ça, à part des entreprises qui avaient déjà un ERP où elles géraient dedans leurs achats, et ça, ce sera plus les dossiers où toi, tu es plutôt en révision. Ouais. Les autres, Ils sont je plus pense rares. qu'ils devraient. En moyenne, plus rares. Je pense que les autres, ils devraient prendre la PDP recommandée par leur expert comptable. Ok. Donc, commençons par ces dossiers, enfin, ceux que vous êtes en tenue ou qui externalisent la tenue comptable à leur cabinet. Achat, c'est ça. Ok. Maintenant, la question, c'est est-ce que pour les ventes, tu prends le même opérateur que tu prends pour les achats ou non? D'accord. Ça, c'est pour moi la vraie question. Parce que, donc, au 1er septembre 26, pour être en capacité de recevoir des factures électroniques, concrètement, tu dois être dans l'annuaire. L'annuaire, on enregistre uniquement ce que tu as en achat. Je fais l'analogie avec la l'annuaire, poste. nom de l'entreprise et PDP, ce que tu disais tout à l'heure. En fait, dans l'annuaire, il y a l'adresse où tu vis, où tu réceptionnes le courrier. Ouais. Donc c'est ça. Quand t'envoies une lettre, tu peux, si tu veux, au dos de l'enveloppe, mettre l'adresse de l'expéditeur, mais c'est pas obligatoire. Ouais. L'État, il enregistre nulle part quel opérateur tu utilises en émission. Par contre, il enregistre qu'en réception, t'es avec tel opérateur. Et un seul opérateur. Le choix est une. Enfin, Tu peux prendre plusieurs opérateurs. Non, en réception aussi. En réception aussi. D'accord. Mais dans l'annuaire, par contre, Tu vas faire une principale. la maille, elle est unique. Donc concrètement, un sirène, un opéraire. D'accord. Si tu veux avoir plusieurs opérateurs, ce qui pourrait être le cas peut-être dans des PME ETI, il faut que tu ailles à une maille plus fine. D'accord. Donc tu vas pouvoir dire, par exemple, je suis une boîte avec plusieurs sirettes, plusieurs établissements. Tu pourras dire tel établissement, je le mets sur tel opérateur, tel D'accord, autre ok. établissement sur tel opérateur. Mais un établissement, il peut être que sur un Ok. opérateur. Et tu peux rentrer dans des mailles encore plus fines custom. Mais ça, il y a vraiment, je pense, peu de gens qui veulent le faire. Tu pourrais dire, par exemple, tel business unit, je la mets sur tel opérateur, tel autre sur tel opérateur. J'ai déjà des gens qui m'ont dit, en fait, tu pourrais demain avoir la boîte aux lettres avec les frais généraux de la boîte, la boîte aux lettres avec les frais perso du patron ou de la patronne de la boîte qui il veut pas que tout le monde voit combien on paye pour la boîte paye pour sa Tesla, j'en sais rien quoi. Donc tu pourrais demain avoir, grâce à vous, vous aidiez les dirigeants de la boîte à avoir un peu deux boîtes séparées, Ok. une où il y a que le dirigeant Dirigeant. qui a accès, l'autre où. Ok. Le seul problème, c'est quand tu vas commencer à faire des boîtes séparées, il faut que ceux qui t'envoient des factures aient bien la capacité De splitter aussi. d'envoyer à une Ouais. adresse qui n'est Ouais. pas la sirène. Ok. Et est-ce qu'au début, tout le monde sera capable d'envoyer à une adresse non sirène plus fine? Bon, c'est une question, quoi. Ça paraît c'est déjà le next step, ça. C'est Voilà. On va attendre quelques années. Ouais. Mais donc en réception, c'est effectivement une adresse, un opérateur, quoi. En émission, c'est là pour moi que ce sera plus varié et tu pourras tout à fait avoir des boîtes qui ont un opérateur en réception et un autre Opérateur. en émission. La question qu'il faut se poser en émission, c'est qui est le plus légitime. En gros, donc en émission, soit tu n'utilisais pas d'outil pour émettre tes factures. Alors soit tu utilisais déjà l'outil de ton expert comptable, genre Penny Lane. Dans ce cas-là, t'as entre guillemets rien à faire. En tout cas, pour être conforme à la réforme, la facture que t'émets aujourd'hui, elle sera conforme facture électronique. Je dis, t'as quand même des trucs à faire parce que faut que tu mappes tes flux, faut que tu sois sûr que t'en as pas qui rate. Mais la facture que t'émets déjà dans Penny Lane, elle est déjà au format facture X, elle est déjà envoyée Bercy et tout. Par contre, si tu utilises un outil tiers pour émettre tes factures, que ce soit des factures B2B ou des factures B2C, là, tu vas forcément devoir brancher des tuyaux. Et là, la question, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est est-ce que c'est ton expert comptable qui va en fait récupérer le flux de ton outil de facturation
et par son outil PDP que lui aura choisi, forwarder ce flux à la DGFiP, ce qui est une première possibilité. La deuxième possibilité, c'est que tu fais plutôt confiance à ton éditeur d'outils métier de facturation et que lui-même, il aurait éventuellement choisi un tuyau, un opérateur PDP, voilà. Auquel cas, je sais pas moi, ta caisse, elle va direct envoyer les données à Bercy. Mais il faut quand même que ton expert comptable récupère les données et tu as du coup quand même encore un risque dans ce cas-là que les données que la caisse aurait envoyées à Bercy soient pas exactement les données qui sont en contact. Donc moi, ce que je recommande, c'est autant que possible avoir le même opérateur en réception, en émission. Mais ce sera pas toujours. Tu vas peut-être que si t'es dans un métier particulier, le BTP, t'auras peut-être des PDP très spécialisés bâtiments. Et tu voudras avoir une Pennylen en réception, mais la PDP de tel truc BTP en émission, je sais pas. Parce que comme tu le disais aussi tout à l'heure, c'est il y a un premier travail qui est la transmission de la transaction, donc avec l'émission de facture ou autre, et après c'est l'émission aussi de l'information relative au paiement. Donc après il faut que l'ERP communique avec la PDP, que toutes les informations remontent pour éviter le double travail, et si ce n'est le triple travail entre la validation dans tous les process internes à l'entreprise et après encore un autre travail par le cabinet. Voilà, l'objectif c'est vraiment de réussir à connecter tous ces outils, en faire une seule Slack avec un hub commun de communication pour que tout remonte et que tous les services soient informés et disposent de la même information aussi. Parce que ce qui va être compliqué, c'est que on va avoir une multitude d'outils avec chacun des données et des chiffres qui peuvent être différents. Après, ça va être la chasse à la différence et trouver d'où vient cette différence, quoi. C'est ça. Et en fait, aujourd'hui, notamment pour tout ce qui est TVA, la source unique de vérité, c'est quand même l'outil comptable qui est en bout de chaîne et qui vient faire ce qu'on appelle du lettrage, de la réconciliation et ensuite déclarer. La DGFiP, elle dit demain que c'est plutôt l'outil métier du client qui va devoir envoyer lui-même en direct les factures et les statuts de paiement. Moi, je pense qu'il faut absolument, par souci de simplicité, de cohérence, que l'outil comptable qui est en bout de chaîne, il reste maître. Et qu'il soit pas pour moi il faut que l'outil métier il reste un outil qui amène du flux, mais il faut pas que ce soit lui qui soit maître, parce que sinon tu vas avoir des incohérences partout et en fait les cabinets et les entreprises vont perdre un temps fou à chercher pourquoi ça colle pas, quoi. Et donc pour moi il faut que l'outil comptable reste l'outil maître et que lui il vienne en gros compléter, voire modifier, mettre à jour les statuts de paiement pour le compte de son client. Et donc pour ça, il faut que, en être un peu compliqué, mais il faut que l'outil comptable soit capable de venir dans l'outil métier. Il faut qu'il y ait une communication mettre à jour du statut de paiement notamment. Et justement, donc j'allais venir à ce cas-là. Moi, je me remets casquette dirigeant. J'ai un outil de facturation qui n'est pas PDP. J'ai un outil comptable qui l'est, qui peut l'être. Pennylen par exemple. Comment je vais faire pour que la data qui sort de mon logiciel, concrètement, comment je vais faire pour que la data qui sort de ma facturation, de mon logiciel de facturation, si je comprends bien ce que vous avez dit, soit il est PDP aussi, je vais l'envoyer via ce logiciel de facturation, soit il l'est pas, et là, qu'est-ce que je fais concrètement ? Donc là, concrètement, il faut que tu branches ton outil métier sur ton logiciel comptable, sur Pennylen dans ce cas-là, ou n'importe quel outil. Et dans ce cas-là, je prends le cas de Pennylen que je connais. Pennylen va recevoir le flux, soit facture B2B, soit transactionnel de ta caisse ou ton outil de facture. Et Pennylen va envoyer ce flux à deux endroits. Un endroit qui est la DGFiP, et il va envoyer le même flux dans l'outil comptable. Et comme ça, tu es sûr que l'outil comptable et la DGFiP, ils ont la même info. Ok, donc ça c'est hyper clair. Et alors, le deuxième cas de figure, j'ai mon logiciel facturation qui est PDP, et j'ai mon logiciel comptable, j'ai mon outil comptable qui est dans un ERP par exemple, qui est PDP. Comment on va faire ? Il y a un risque que les deux envoient. Comment on fait pour... Donc redis-moi, les deux sont PDP ? Ouais. Ton logiciel de facturation et ton logiciel comptable. Du coup, faut que tu en choisisses. Voilà. Donc il va falloir, en tant que dirigeante, il va falloir que je dise l'un ou l'autre va envoyer mes émissions de facture à la DGFiP. C'est ça. Voilà, tout simplement. Ok, donc il y aura un choix à faire. Il y a un choix. Donc, ok, écoutez, ça me paraît, je pense que c'est clair. Juste peut-être pour compléter, parce que tout à l'heure j'ai pas parlé des entreprises qui font la compta elles-mêmes et qui ont un cabinet en révision. Ouais, ok. Là pour le coup, donc faut regarder si leur outil comptable qu'elles utilisent est PDP. Ouais.
Si tu prends les grands outils comptables du marché, t'as Bien notamment sûr. Sage. Ouais. Sage, il est PDP. Ouais. T'as, je sais pas moi, Cegid Quadra qui est PDP. Et voilà, moi, ma recommandation, c'est de garder, comme je le dis, enfin, je suis cohérent, hein, de garder la compta et la PDP ensemble. Donc même si toi, t'es un cabinet qui fait en vrai de la révision d'une boîte qui a Sage 100, moi, je recommande que cette boîte qui a Sage 100, elle prenne la PDP de Sage. Parce que je pense que si tu prends, je sais pas moi, la PDP Penny Lane avec Sage 100, tu vas mettre un bazar. Parce que tu vas devoir synchroniser des trucs, quoi. Ok. Donc moi je recommande autant que possible de garder la PDP à côté de la compta. Ouais, donc là, la main sera plutôt dans l'outil du client, du coup. Si je suis en révision, plutôt que C'est ça. l'outil Mais après, bout de chaîne de l'expert comptable. Après t'as le client qui utilise un outil comptable qui n'est pas PDP. Il y en a quand même. Et là, du coup, t'es retour obligé à l'expert comptable. Là t'es obligé de. C'est hyper Alors, clair. soit il va devoir quoi. changer d'outil, soit il faut que tu trouves un moyen d'utiliser la PDP de l'expert comptable avec cet outil-là, quoi. Du coup, je pense que ça nous fait la belle transition pour le sujet d'après, qui est comment le dirigeant va pouvoir se faire aider par l'expert comptable, quel est le rôle que l'expert comptable peut jouer dans le cadre de cette réforme. Donc là, très clairement, on vient de mettre le doigt sur un sujet sensible. C'est finalement dans quel cas je suis en tant que dirigeant. Est-ce que je suis dans le cas où mon expert comptable, il a la tenue, il a tout, en gros, il a tous les flux et il est maître un peu de tous les flux, ou est-ce que il est dans un cas où il est plus bout de chaîne, entre guillemets, réviseur, revue, et donc ce sont mes outils un peu métiers de tous les jours que je vais potentiellement devoir utiliser, ou en tout cas je vais devoir faire, en tout cas dans chacun des cas, en tant que dirigeant, il va falloir faire un arbitrage. Et il va falloir se dire, en fonction de mon environnement, du rôle, de la mission de mon expert comptable, je vais devoir faire tout un tas de choix. Donc là, ça serait intéressant, Romain, dans cet environnement qu'on vient de décrire, comment toi, tes clients aujourd'hui font appel à toi, comment tu penses que tu vas pouvoir les aider, quels sont les sujets sur lesquels tu vas pouvoir les aider. Et puis toi, Arthur, aussi, tu parles à des experts comptables tous les jours, donc hésite pas à rebondir. Mais voilà, Romain, moi c'est ça la question, c'est comment tu te vois accompagner les dirigeants. Peut-être que tu le fais déjà d'ailleurs aussi, donc on pourra parler de cas pratiques juste après, mais voilà un peu quels vont être les grands steps de conseil et d'accompagnement de l'expert comptable pour les dirigeants. Très clair. Alors sur la partie dirigeant, donc nous on est quand même sollicité assez régulièrement sur tout l'aspect calendrier, le choix et autres. Donc on a pas mal de sensibilisation et de communication qui est fait au sein d'Impulsa pour rassurer et accompagner les clients. La première chose qu'on fait au sein d'Impulsa, c'est d'avoir une cartographie exacte de tout notre panel client pour savoir toute la Slack outil et aussi tous les process qui ont été mis en place en interne, parce que en effet, donc il y a toute la dimension outils, connexion, interopérabilité entre les différents outils pour qu'il y ait les communications qui se fassent, mais il y a un côté humain parce qu'il y a des process, des schémas de validation, comme disait Arthur tout à l'heure. Donc il va y avoir des informations qui vont être envoyées à l'émission, à la réception. Moi, en tant que client final, je vais devoir, avant de payer, valider ou refuser une facture. C'est-à-dire que même si le formalisme, tout a été validé de la part des PDP sur l'émission de la facture avec toutes les informations qui y figurent, quand je vais recevoir une facture, je vais devoir dire si je l'accepte ou si je la refuse. Donc ça aussi, il va y avoir des informations qui vont être assez pertinentes et intéressantes à traiter côté émission de facture. C'est de ne pas attendre X temps avant de savoir que sa facture est refusée de la part de son client final, et du coup il va falloir assez vite interagir et mettre en place des process sur voilà, c'est refusé, comment on fait, quels sont les champs et quels sont les services concernés pour pouvoir réémettre une facture qui est en phase avec le client final. Donc ça c'est le premier point. Le côté humain, c'est sur les process donc internes, tous les schémas de validation, donc à la réception de facture, et aussi toute la partie paiement. Donc ça, il y a certaines entreprises qui pouvaient être on va dire, qui ont pu déléguer des validations de factures à des services marketing, à des services départements, ceux qui engagent les factures. Et aujourd'hui, tout va se concentrer sur la casquette comptable avec et ça concrètement comment tu le vois toi dans Penny Lane, comment tu répartis l'ensemble de ces tâches qui reviennent à la dimension comptable. Comment t'imagines ce sujet? Nous, c'est surtout qu'on essaie de construire des fameux, la notion d'équipe, ou de département, la notion de workflow de validation. Il va falloir que ce soit aussi fluide que possible pour se renvoyer la balle, faire du ping-pong entre départements. Là, aujourd'hui, t'as un peu deux points d'entrée
de la facture dans Penny Lane avec les workflows de validation, c'est soit quelqu'un upload la facture, soit c'est la finance qui upload la facture, soit c'est le métier qui upload la facture. Demain, la facture, à part si tu as N boîte aux lettres, la facture elle arrivera toujours automatiquement à la finance en fait, à la compta quoi. Et c'est la compta plutôt qui va devoir la redispatcher. Donc ça va plutôt favoriser ce type de workflow là. Éventuellement, tu pourras mettre en place des règles automatiques pour dire si c'est une facture de tel tiers, je veux que ce soit redispatché à tel approver ou ce genre de trucs. Donc tu as plein de nouvelles fonctionnalités que nous en tant qu'éditeur on va devoir construire. Aussi sur les montants, donc nous c'est surtout on essaie d'être à l'écoute et de comprendre quels vont être les modus operandi des entreprises en tant qu'éditeur pour bien pallier à tout ça. Il y a également l'autre sujet, je pense, tu as aussi des entreprises qui vont vouloir beaucoup plus externaliser à leur cabinet d'expertise comptable cette partie validation, mise en paiement, etc. Et donc nous on travaille aussi en tant qu'éditeur sur tout l'aspect faire qu'un utilisateur qui n'est pas entreprise, plutôt un utilisateur cabinet, il puisse prendre des premières actions de validation, faut que tu aies les logs, le traçage, et que ce sera toujours l'entreprise, à mon avis, qui aura la validation finale. Tu peux dans Penny Lane donner mandat à ton expert comptable pour carrément faire les paiements. La plupart des cabinets, ils veulent pas le mandat, ils veulent plutôt mettre en paiement et que ce soit l'entreprise qui est le dernier mot, quoi. Du coup, là, rôle de l'expert comptable pour le dirigeant, ça va être, donc toi tu parlais de donc il va falloir faire une cartographie des process, et toi tu dis carrément participation au process possible, et du coup toi avec les équipes va falloir que tu que tu revoies tous ces process avec les clients. Donc, c'est-à-dire potentiellement les clients ils vont te dire aidez-moi à revoir mon process achat. Désolé, je vulgarise, mais aidez-moi à revoir mon processus de vente. Comment j'intègre Penny Lane ou mon outil PDP dans tout ça. Historiquement, c'était Madame Machin ou Monsieur Truc qui faisait ça. Est-ce que c'est lui qui va continuer à le faire, ou est-ce que l'expert comptable reprend son rôle? Est-ce que c'est bien ça qu'on va devoir regarder? Et puis il va falloir vraiment pour l'expert comptable mapper les différents types de flux et comprendre qu'est-ce qui tombe dans l'e-invoicing et qu'est-ce qui tombe dans l'e-reporting. Si tu es une entreprise et que tu as des fournisseurs qui sont pas français, en fait tu vas avoir des flux qui passent pas par la PDP, que tu vas continuer de recevoir par email ou par l'extranet de je ne sais qui, je sais pas moi, Google qui est en Irlande. Tu vas recevoir les factures pas par la PDP. Et tu vas devoir faire des déclarations de e-reporting également sur tes achats, intracom. Donc tu vas devoir éventuellement tous les 10 jours dire combien tu as payé à Google en TVA intracom. Donc, et côté vente, et je pense que c'est côté vente c'est le plus galère. Côté vente, le problème c'est qu'il y a un resto. C'est l'exemple qu'on prend souvent. Un resto, c'est pas un business ultra compliqué en soi. Reste que le resto, il va principalement avoir du e-reporting parce qu'il fait des petites transactions et tout. Mais dès lors qu'il a un client B2B qui vient avec une note de, je sais pas moi, 300 balles, en fait, il va devoir lui émettre une vraie facture de vente en e-invoicing. Donc même un resto, il va en fait être soumis sûrement à la fois au e-reporting et au e-invoicing. Donc il va falloir qu'il ait soit une caisse qui sait émettre des factures de vente qui sont transmises en e-invoicing à la facture électronique. Ce qui à mon avis sera le cas, non? Enfin, je pense que pas toutes, parce que les caisses sont pas forcément PDP. Soit il va devoir, pour cette facture-là, quand il a son client B2B, annuler dans sa caisse la transaction, basculer sur son appli mobile Penny Lane et faire une facture B2B de 300 € à un sirène. Et il faut pas qu'il ait de doublon entre le e-invoicing et le e-reporting. Donc c'est sûr que tu vas avoir besoin d'accompagnement en tant qu'entreprise. Et du coup, toi, tu vois ça comment par rapport à tes équipes? Qui tu vas mobiliser là-dessus? C'est des comptables, c'est des consultants pour revoir un peu ces flux, être force de conseil auprès du dirigeant. C'est quoi l'approche? Ça va être un mixte des deux équipes. Donc toute la partie Slack outils et process, on a une équipe qui est spécialisée dedans pour mettre en place, pour récolter toute l'information, avoir une cartographie précise de notre clientèle pour pouvoir faire des actions d'accompagnement. Donc, consultant IT, c'est ça? Consultant IT, avec une casquette consultant IT et une double compétence IT ESI ainsi que sur la partie finance. Et avec l'équipe comptable, on va alimenter encore plus cette donnée pour comprendre l'exhaustivité des flux, quels sont les cas de figure auxquels on peut être confronté sur la facture X, pour en faire vraiment une offre individualisée, parce que on va dire les
les petits commerces qui étaient habituellement gérés par le dirigeant, le plus simple c'est de tout former aussi bien sur l'émission que sur la réception de factures sur une seule et même PDP, l'inculquer un peu sur la digitalisation de ses process et voilà, on aura couvert 90% du spec et de la mission. Après les plus compliqués, c'est ceux qui ont déjà une maturité, qui ont déjà des process, des ERP qui sont déjà déployés chez eux, où on va devoir avoir donc cette équipe ESI et compta qui travaillent ensemble pour faire du sur-mesure pour le client, et ça sera une mission individualisée. Ok. Et vous voyez ça, donc on a dit que c'était dans un an, hein, tout ça. Donc là, on a un an concrètement. Là, t'es en train de me parler d'équipe informatique, d'équipe comptable. Enfin, on sent qu'il y a un petit chantier quand même. Tu vas avoir un goulot d'étranglement. Voilà. En fait, comment vous voyez les choses, quoi, pour être prêt dans un an? Je suis une PME de 20 à 50 personnes. Faut que je commence maintenant, là. Ouais. Là, je pense maintenant, on a la certitude que ça va pas être reporté. Ouais. Et là, on n'a pas parlé tout à l'heure, il y a eu quelques décalages. Ouais. Là, on est bon, on est parti. Faut y aller, quoi. Ouais. Et effectivement, ceux qui y vont pas maintenant, tu vas avoir un goulot d'étranglement chez les cabinets d'expertise comptable, chez les intégrateurs. On pourra pas servir tout le monde. Ouais. En même temps. Donc il y a un risque je suis dirigeant, il y a un risque que je paye plus cher si je m'y mets dans 9 mois que si je m'y mets maintenant. Clairement, ça va être la guerre pour trouver un partenaire pour t'aider dans 9 mois, quoi. Ok, donc mesdames, messieurs les dirigeants, anticipons. Ouais, c'est ça, quoi. Le message, c'est clairement ça. Ok, et comment vous voyez... Et surtout, surtout si t'es dans des cas un peu compliqués, quoi. Ouais. Où notamment tu vas avoir besoin sûrement de l'aide de ton expert comptable, mais aussi que ton expert comptable collabore avec l'éditeur, PDP, parce que tu vas peut-être être dans un cas un peu particulier, avec de l'autofacturation, avec de trucs pour compte de tiers et tout, donc où il faudra avoir une réunion tripartite, etc., quoi. Donc on va apprendre ensemble, on va bosser ensemble. Ok, ça c'est le deuxième message. Comment vous voyez cet accompagnement, tu connais bien le secteur de l'expertise comptable, Arthur. Comment vous voyez l'accompagnement? Comment tu le vois, toi? Tu vas être au forfait, tu vas avoir des forfaits que tu vas pouvoir sortir au client, c'est-à-dire tu vas lui dire je regarde tes process pour 1 000 euros, 10 000 euros, 5 000 euros, enfin j'en sais rien. Tu vas facturer à l'heure. Comment tu vois? Comment le dirigeant, il va falloir qu'il anticipe? T'as une idée des montants? Peut-être trop tôt pour le dire. Enfin, j'en sais rien. Comment tu vas faire, toi, de ton côté là-dessus? Alors, on essaye quand même de packager ces missions. Sur les missions de base, on a déjà un tarif déjà en tête à entre 2 et 4 000 euros d'accompagnement sur toute la partie migration, formaliser aussi tous les process, histoire que ça soit communiqué en interne et que tout fonctionne correctement. Après, à partir du moment où il y a une Slack outil un peu plus développée, une maturité sur la digitalisation des process dans l'entreprise. Là, on a vraiment besoin d'avoir une mesure un peu plus précise et un travail je recommence. Pour les entreprises un peu plus matures en termes de digitalisation des process, on va devoir faire du sur-mesure. On pourra donner une fourchette de tarifs, mais on est tellement sur c'est de la haute couture, parce qu'on va devoir travailler sur des process humains et sur la Slack outil, où c'est difficile de garantir un forfait. Plutôt en mode consulting, facture jour, en fonction du prix de ton consultant. Okay. Après, pour moi, ce qui est certain, c'est que l'investissement en vaut la chandelle et que derrière, les entreprises, elles vont en tirer un gain énorme, parce qu'en gros, tout le coût de traitement de tes factures, il va réduire drastiquement. Tu vas clairement, normalement, pouvoir être payé plus rapidement. Oui, t'as cet effet sur la trésorerie qui va quand même être sympa pour toutes les boîtes qui ont des enjeux de délai de paiement. Bah là, leur destinataire, il pourra pas dire désolé, la facture est restée bloquée dans un mail, quoi. La facture, elle arrive en live chez lui, donc après s'il paye pas, il devra assumer, quoi. Mais et je pense que tu vas avoir aussi pas mal d'entreprises qui vont pouvoir éventuellement réexternaliser des tâches à leur cabinet d'expertise comptable. Notamment parce que en fait aujourd'hui, pourquoi une boîte elle internalisait certaines fonctions, c'était parce que si elle externalisait, elle avait pas de visibilité sur ses flux un peu au fil de l'eau. Avec la facture électronique, que tu internalises ou que tu externalises, en fait t'auras la même visibilité. Moi je pense que t'as pas mal de PME, et on commence à le voir, qui tenaient la compta elle-même et qui avaient un cabinet uniquement en révision, qui en fait ont tendance à réexternaliser la tenue comptable, parce que même si j'externalise, en fait je vais avoir je serai en live, je pourrais me connecter et savoir quelles mes factures d'achat, mes factures de vente, où elles en sont, etc. Okay. Donc ça, je pense, côté cabinet, c'est pas une mission facture électronique, mais je pense que t'as pas mal d'entreprises. Et je pense que,
alors ça c'est un des trucs que vous faites notamment bien chez un Pulsar, mais si tu sais ces entreprises-là leur installer leur nouveau SI compta finance et que tu sais leur opérer tout au parti ce SI, bah t'as une super proposition de valeur parce que en tant qu'entrepreneur, je sais que c'est pas, je sais pas, moi j'ai installé Salesforce et j'ai un intégrateur Salesforce. Tu sais que c'est peut-être l'intégrateur et Salesforce qui vont se rejeter la balle en disant toi tu l'as mal installé, non, toi tu sais pas l'utiliser ou je sais pas quoi. Là on pourra pas se cacher. Là tu peux pas te cacher. Si c'est le même cabinet qui t'installe ton SI et qui te l'opère toute partie, il peut pas se cacher. Et donc t'as un alignement des intérêts qui est sympa quoi. Ok, donc très intéressant. Tu parlais de tes missions consulting. Toi tu dis il va peut-être même y avoir un mouvement, en tout cas peut-être pas pour les grosses entreprises, mais pour les entreprises on va dire moyenne. Ouais, moyenne ou on va dire les grandes petites entre guillemets, qui pourraient même se dire bah maintenant qu'en fait j'ai remis un certain nombre de choses via la facture électronique chez mon expert comptable, pourquoi pas, maintenant que j'ai la visibilité aussi, j'ai la visibilité en retour, pourquoi pas en fait lui donner peut-être un peu plus de responsabilité, rationaliser un peu mes coûts internalisés et voilà. Donc toi tu dis que c'est un truc. Je pense qu'il va y avoir une vague de ça. Il va y avoir une vague de ça. Ok, hyper intéressant. En effet, je pense sur les entreprises, ils vont être contraints de mettre en place des process de validation de factures, de validation de paiement. Ouais. C'était des choses qui repoussaient assez régulièrement et donc là ils vont y être contraints. Donc ça va leur permettre aussi de déléguer là où ils pouvaient avoir des choses qui pouvaient être concentrées sur les dirigeants ou sur la femme du dirigeant. Ils vont continuer à garder vue et la validation finale, mais le fait d'avoir mis en place des process, ils vont pouvoir se libérer du temps aussi et déléguer ça soit au cabinet, soit à d'autres personnes en interne en fonction des process qui ont été mis en place. Ok. Est-ce que tu penses que tu vas être sollicité par tes clients sur des sujets de formation aussi des équipes? C'est-à-dire, bon, on a dit que la balle allait revenir assez rapidement sur les équipes finance compta, c'est ce que tu expliquais tout à l'heure de manière assez claire. Est-ce que tu penses du coup avec l'équipe consultant que tu pilotes, est-ce que tu penses que tu vas être amené à faire des formations pour les équipes, la direction financière, la direction comptable, etc. Tout à fait. Est-ce que tu vois un volet là-dessus? Comme je le disais tout à l'heure, donc il y a deux casquettes à notre intervention, c'est sur la partie outils, mais aussi sur la partie humaine. La partie humaine, c'est sur donc bien comprendre l'ensemble des process et pouvoir les traduire avec des process digitalisés. Donc pour ça, il va y avoir toute une étude de faire parler les gens, de voir exactement et de comprendre le business. Et derrière, une fois que l'outil est sélectionné, que tout le transfert est fait et que tout est live, il y a tout l'aspect formation. Donc ça, là-dessus, on a une vraie casquette d'accompagnement où on accompagne donc les équipes entreprises sur tout l'aspect formation et aide à l'amélioration aussi de ce qui a été mis en place. Parce qu'une fois que les digitalisations des process, que ça commence à fonctionner, les attentes sont encore plus importantes de la part des clients et c'est ça qui est intéressant. Et nous, on accompagne avec l'équipe ESI donc cette mise en place chez nos clients. D'accord. Et donc formation client, ok. Comment côté cabinet d'expertise comptable, parce que là tu vas avoir des collaborateurs comptables qui vont aussi eux faire face à je fais petit focus cabinet là, mais ils vont devoir gérer des nouveaux flux dans leur approche. Ils vont devoir vérifier des TVA qui ont été préétablis par le nouveau système en lien avec la facture électronique. Là aussi, il y a un petit volet formation interne, non? Enfin, comment t'as anticipé ça, toi? Donc ça c'est prévu. Donc on a décidé il y a quelques temps de mettre en place cette équipe ESI qui va optimiser tout ce qui est branchement de tuyaux, remontée d'informations et que l'interopérabilité entre les différents outils se fasse et que la communication se fasse. Après, nous, ce qui nous manque encore à ce stade, c'est sous quel format va remonter l'information de la part des PDP, quel est le niveau d'information qu'on va avoir, parce que vous allez avoir une multitude d'infos, quelles sont celles qui vont être communiquées entre PDP, de la part donc du DGFIP s'il y a de la communication. Ça reste encore un peu flou, mais on a tout ce schéma de formation qu'on a sur début 2026, à partir du moment où on aura plus de visibilité pour accompagner les équipes sur cette nouvelle accompagnement. Donc allez, d'ici 3-6 mois, tu fais un déploiement interne pour expliquer aux comptables. Ce qu'on veut, c'est vraiment, on a axé sur cartographie client, bien comprendre le business, tous les schémas qu'il peut y avoir, tous les process internes. Audit.
Audit, audit exactement. carto, quoi. Pour pouvoir mettre en place toute la Slack outil, faire tous les branchements optimum avec cette équipe qui est dédiée et qui est une uniformisation aussi des traitements sur tel ou tel business. Ça sera branché toujours de la même manière plutôt que ça soit réparti sur différentes équipes comptables où ça marchera mais ça n'aura pas d'uniformisation. Et après sur début 2026, on mettra la formation une fois qu'on aura un peu plus de visibilité sur les informations qui vont remonter de la part des PDP pour former les équipes en interne. Ok. Si je peux me permettre de rajouter un truc dont on a complètement oublié de parler depuis tout à l'heure, je viens d'y penser, mais c'est, en fait, je pense au début, il va y avoir le feu de la réforme. Ouais. Après, côté cabinet et en valeur à apporter aux clients, le truc qui pour moi va être vraiment game changer, c'est que aujourd'hui, quand tu saisis une facture en compta, tu dis, je prends l'exemple d'un resto, hein, tu dis, j'ai dépensé 500 € chez Métro avec tant de TVA, quoi. Et la reconnaissance des caractères sur la facture aujourd'hui, c'est pas assez fiable pour aller dire j'ai acheté 300 kilos de sucre de telle marque à tel prix là il va y avoir tout un travail à faire pour aller dans de la compta beaucoup plus analytique pour pouvoir dire bah en fait ok mon cher client restaurateur, on se met d'accord, on va référencer ta base produit et tout et on va essayer de mapper pour que demain je sache te dire quel est ton coût de revient, te donner des benchmarks, peut-être te dire comparé aux autres restaurateurs, est-ce que tu achètes ton café ou je sais pas quoi plus cher ou pas. En fait, l'expert comptable va être en mesure de donner du conseil 1000 fois plus granulaire à son client, quoi. Mais il va falloir bien mapper. Ce que tu as dit tout à l'heure, c'est la DGFIP, ils vont avoir une data de dingue, qualifiée, etc., plus rapide, voilà. Mais en fait, les clients et les experts comptables, via la réforme, vont aussi avoir cette data. Ouais. Et que donc personne n'a jamais eu jusque-là. C'est un niveau de granularité et de temps réel incroyable, quoi. Donc là, tu es en train de dire que cette data que un peu tout le monde va avoir, la DGFIP, l'éditeur de logiciel, l'expert comptable, il va falloir en faire quelque chose. C'est ça. Donc, mission data, c'est quoi le truc? Tu vas quoi, toi? L'objectif, c'est data analyst, donc qui va analyser tout ce flux d'informations qu'on va enfin disposer, ce qu'on l'avait mais qui était pas recueilli, qui était pas uniformisé, qui était pas autre. Donc l'objectif, c'est de récolter toutes ces data, de la normaliser pour pouvoir en tirer des comparatifs en fonction des secteurs, en fonction de d'un volume d'affaires qui permet d'obtenir peut-être certains tarifs auprès de fournisseurs. Ça peut être intéressant. Et ce qu'on attend, c'est de savoir quel est le type d'information qui va nous remonter des PDP, sous quel format, pour qu'on puisse lancer ces chantiers. Ok. Et ça, c'est vrai pour le resto, mais c'est vrai pour ton client Startup Tech. Bien sûr. Tu vas pouvoir lui dire qu'il paye beaucoup plus cher sa licence Salesforce que son autre copain. Enfin, tu vois, tu vas pouvoir faire vraiment gagner beaucoup d'argent à tes clients, quoi. Et toi, ton positionnement chez Pennyline là-dessus, ça va être quoi? Tu envisages, je sais pas, un recours à l'IA pour aller cruncher la data et sortir des pré-rapports? Nous, le but, c'est que toi et tes clients, vous ayez accès. Alors, déjà, nous, on n'est pas propriétaire de la donnée, donc c'est toi ou le client qui est propriétaire de la donnée. Et donc, nous, notre seul job, c'est de faire en sorte que la donnée, tu puisses y accéder. Voilà. Et effectivement, avec de l'IA, le but, c'est d'essayer de donner, notamment aux collabs, demain des alertes pour dire on pense avoir détecté telle opportunité de trucs à ton client pour les augmenter, quoi. Après, eux, ils connaissent le client, ils savent que ce qu'on a l'IA détecté ne fait pas sens ou au contraire fait sens. Mais donc potentiellement, vous pourrez mettre un petit coup de pouce via l'outil IA pour dire ok, je reprends ton exemple, ta farine. Tu la payes 50 centimes plus cher au kilo que le mois d'avant, c'est normal, point d'interrogation. Voilà, ça. Ou alors on a 350 dossiers en magasin dans votre environnement, le prix à la farine il est en moyenne 1 euro en dessous du kilo. Faut peut-être aller voir le client pour lui dire moi le but c'est que demain notamment vos collaboratrices, quand ils arrivent le matin, on leur dise tiens, sur ton portefeuille on a détecté tel truc. Alors nous on aura des trucs génériques, vous pourrez aussi sûrement faire vos propres alertes parce que vous connaissez tel secteur, tel je ne sais quoi. Je pense que ce qui devrait se passer, en tout cas pour les cabinets qui vont réussir à prendre le tournant, c'est de devenir beaucoup plus proactif parce que t'as la donnée au fil de l'eau, quoi, et granulaire. Donc, Ok,
Ok. Est-ce que sur ce sujet un peu je dirais ce que va pouvoir demander le dirigeant à l'expert comptable, vous voulez rajouter quelque chose? Est-ce que vous voyez d'autres missions possibles? Il y a peut-être un dernier truc dont on n'a pas vraiment parlé. Ouais, vas-y. Tout à l'heure, tu as parlé de purchase to pay. Ouais. Mais jusque-là, on a surtout parlé de validation des factures et pas du paiement. Exactement. Pour moi, un des gros trucs qui va changer, c'est comment marche le paiement des factures d'achat. D'accord. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, tu reçois tes factures, tu les valides, puis ensuite, la grande majorité des entreprises, elles vont quand même encore dans leur extranet bancaire, puis elles vont payer, quoi. Oui. Avec la réforme de la facture électronique, si tu continues de fonctionner comme ça, tu vas d'un côté aller payer les factures, et ensuite tu vas devoir aller retourner de l'autre côté, mettre à jour le statut en disant cette facture je l'ai payée. Je pense que la grande majorité des entreprises, elle va vouloir avoir dans son opérateur un bouton payer, quoi. Okay. Et donc il faut juste, selon l'entreprise, trouver le flow qui marche bien. Ça veut dire aussi qu'il va falloir amener de la sécurité sur le paiement dans l'outil de gestion. Donc non seulement il faut avoir des workflows de validation sur la validation de la facture, mais aussi sur la validation du paiement, sur l'édition des IBAN. Tu veux pas que n'importe qui dans la boîte puisse mettre son IBAN perso à la place de l'IBAN du fournisseur. Donc je pense que ça c'est important. Il va y avoir une évolution des comportements sur les paiements. Je pense demain, quoi. Et ça peut être toujours via la banque historique avec de l'EBIX et tout, mais il faudra bien que ce soit chaîné avec la PDP pour que d'un coup, d'une pierre deux coups, tu payes, ça met à jour le statut de paiement. Et moi, j'avais une question par rapport à donc il y a ce répertoire qui va être live dans quelques semaines. Aujourd'hui, il va référencer que un nom d'entreprise et un numéro de sirène. Est-ce qu'il est amené aussi à avoir plus d'informations pour un peu sécuriser aussi tous ces process? J'ai n'importe quoi, je suis l'entreprise Impulsa, je vais facturer mon client, tu scannes mon QR code et là tu as toutes mes informations essentielles, mon sirène, mon RIB, pour que tout soit un peu concentré, éviter tous ces. Est-ce que ça c'est quelque chose qui a été évoqué? Je ne sais pas s'il y aura plus d'infos. Ouais. Ce que je peux te dire, c'est que l'annuaire il est public pour les PDP. Ouais. Donc en tant que PDP, moi je peux aller interroger l'annuaire, dire telle sirène, donne-moi toutes les infos qu'il y a dans l'annuaire et on me les rend, quoi. D'accord. Mais je sais pas quelle est la richesse de l'information qui est prévue dans l'annuaire. Je crois pas qu'il y ait 30 000 trucs en plus. D'accord, ok. Mais, genre par exemple, tu pourrais avoir l'IBAN. Je crois pas que ce soit prévu. Ok. Autre chose, messieurs, là, sur un peu ce que va pouvoir demander le dirigeant ou le DAF à son expert comptable, ou est-ce que vous pensez qu'on a fait le tour? Donc donc d'audit, mission de consulting sur les process, mission de formation, data. En gros, c'est les quatre missions qu'on a identifiées, ou l'accompagnement qu'on a identifié pour les dirigeants. Moi je pense après que c'est pilotage. Ouais. En fait t'as plein de boîtes qui aujourd'hui faisaient leur pilotage sur Excel parce que elles n'avaient pas toutes les données qui remontaient de façon centralisée en live. Ouais. Je pense que c'est le moment où tu revois tes process. C'est aussi le moment de revoir ton reporting. Donc à mon avis, vous allez être amené à accompagner pas mal de clients sur une refonte du reporting. C'est clair. Pour moi, je l'incluais dans data, mais c'est clair ce que tu dis. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que historiquement, on avait un problème très souvent, c'est qu'on avait la data financière, mais on n'avait pas la data extra-financière ou qualitative. Je reprends ton exemple du prix au kilo. Nous, on avait la facture, on savait combien on payait, mais on n'avait pas nécessairement la granularité. Ou même les dates d'abonnement. C'est clair. Donc je pense que là où ça va venir un peu perturber effectivement tout ce qu'on peut faire en tant que comme reporting pour nos clients, c'est qu'on va avoir des trucs beaucoup plus précis et du qualitatif qu'on n'avait pas avant. Donc ça c'est clair, ça va changer. Donc on va enrichir les reportings, je pense. Mais il va falloir travailler aussi, parce que c'est vrai qu'on est dans un monde où on a beaucoup de data. Il va falloir la sélectionner, trier, et exposer la data qui est pertinente aux clients. C'est ça. Et c'est là où il y a vraiment un changement de mindset, où historiquement on courait après les cabinets couraient derrière la data, et une data pauvre en information, à savoir juste disposer d'une facture ou autre. Et là, on a un niveau d'information. Inondé. Donc il va falloir prendre du recul par rapport à ça. C'est sûr, optimiser les branchements, ce qui va occuper encore quelques temps et autres, mais à terme, l'objectif c'est de traiter la data et bien savoir la faire parler, quoi. Ok.
Non, bah super intéressant. Merci beaucoup pour vos points de vue. Le podcast va bientôt toucher à sa fin. Je pense qu'on a rempli les objectifs qu'on s'était fixés. Je vais me permettre voilà un petit rappel par rapport à tout ce qu'on s'est dit. Donc ce qu'on s'est dit, c'est que en gros la facture électronique, ça y est, c'est bon, ça arrive très vite. C'est en 2026, septembre 2026, et quasi pour tout le monde, avec bon des règles plus ou moins différentes en fonction de la taille des entreprises. On a dit que ça allait changer le jeu, les règles du jeu pour le dirigeant ou la dirigeante ou le DAF de PME, avec notamment des impacts IT, des impacts process, jusque au flot de paiement, au flux de paiement. Donc ça va être vraiment extrêmement structurant. Ensuite, on a vu avec toi, Romain, aussi tous les aspects recours dans le cadre de cette réforme par le recours à l'expert comptable pour le dirigeant ou la dirigeante, avec l'ensemble des missions qui vont être dans le champ du possible de l'expert comptable. Donc les audits de process, les cartographies IT, l'assistance au choix du PDP en fonction des outils métiers et des outils comptables utilisés historiquement, de la data / reporting, et puis j'en oublie un, mais voilà, mais en tout cas il y a un champ des possibles assez large. Merci beaucoup pour vos inputs, messieurs. C'était un plaisir de vous recevoir et d'avoir vos visions d'experts côté éditeur de logiciels Penny Lane, PDP, et côté toi, Romain, expertise comptable chez Impulsa. Merci à tous les deux. Et si vous avez un mot de la fin à dire, n'hésitez pas. Voilà. On peut réfléchir.